réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Ouais, c'est quand même un peu paradoxal, hein? Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports du Québec, a parlé du troisième lien entre Québec et Lévis aujourd'hui. Elle a annoncé que 23 entreprises ont répondu à l'appel d'intérêt en vue de concevoir ce projet très, très, très controversé. Et Mme Guilbeault a même dit qu'elle espérait la mise en chantier de ce troisième lien. Là, on ignore si c'est un tunnel, un pont, comment ça fonctionnera, mais quand même mise en chantier au plus tard en 2028. Alors, on verra bien, mais l'ironie dans tout ça, c'est que le gouvernement du Québec s'est aussi engagé à construire un lien structurant pour servir l'Est de Montréal. Il y a même un projet là, qui est sur la table, mais il n'y a absolument rien qui se passe à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de maires qui commencent à perdre patience. Parmi eux, Nicolas Dufour, qui est maire de Repentigny. Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Monsieur Dufour, qu'est-ce qui va se faire en premier, selon vous? Le troisième lien entre Québec et Lévis ou un lien structurant pour l'Est de Montréal? J'ai encore un peu d'espoir parce que le premier ministre lui-même s'est engagé pas plus tard que l'année dernière devant notre chambre de commerce là, à voir l'arrivée d'un tramway là, non seulement dans l'est de Montréal, mais jusqu'à Repentigny, donc assez rapidement. Alors, j'ose croire que le gouvernement va aller dans le sens des engagements qu'ils ont pris envers leur population. Bon, M. Legault, oui, il l'a dit, vous avez bien raison, devant la chambre de commerce, et je vais lire son commentaire. Il avait dit à cette époque-là, « Je veux vous dire aujourd'hui que je vous garantis, et c'est une condition non négociable, ça aussi, que le projet qu'on espère déposer rapidement, il va également se rendre dans l'Anaudière. » Et quelques mois plus tôt, Mme Guilbeault, ministre des Transports, avait dit, c'est certain que le projet va se faire, c'est sûr. Mais là, vous dites, si c'est autant sûr, pourquoi on n'en entend pas parler à l'heure actuelle? Voilà, et pourquoi on n'avance pas? Parce que la ministre, depuis le mois de mai déjà, elle a un rapport sur son bureau là, qui a été fait par l'Agence de transport métropolitain de Montréal, l'ARTM, rapport qui a été travaillé là, avec les municipalités Montréal, l'Est de Montréal, Pointe-aux-Trembles, Repentigny, Terrebonne, nommez-les tous, et l'ensemble des maires et le gouvernement là, était unanime sur le tracé qui était à faire. Alors là, maintenant, il manque 25 millions pour financer une analyse d'avant-projet, donc vraiment là, pour venir définir exactement le nombre de boulons qu'on va avoir de besoin, venir finaliser quelques aspects financiers. Mais tout est prêt. Donc là, une fois qu'on a cette analyse pré-projet, là, on va enfin pouvoir se lancer dans la construction du projet. Tout est prêt, tout est sur la table. Là, on n'attend que le go du gouvernement. Et malheureusement, depuis 6 mois, ça tarde. Chaque mois qui passe, là, c'est des millions qu'on perd. Juste rappeler, la congestion routière, c'est 6 milliards que ça coûte dans le Grand Montréal. 10 milliards que ça va coûter en 2030, on n'a plus le luxe de l'attendre. Bon, Monsieur Dufour, vous consultez très certainement des gens au cabinet de la ministre, vous leur parlez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour expliquer le grand silence à l'heure actuelle? Pour le moment, le problème, c'est que c'est le silence. Alors, on n'a même pas d'explication à nous fournir. Devant ce silence-là et le désarroi que ça crée dans notre région, on s'est même proposé avec la RTM d'avancer l'argent pour financer l'étude d'avant-projet. Et là, on me dit, je peux pas croire que sur 100 milliards de missions de l'État, on n'est pas capable de trouver 25 millions pour avancer. Le gouvernement lui-même se targue d'avoir mis au plan d'investissement québécois le projet structurant de l'Est. Alors là, on s'explique mal comment ça se fait qu'on n'a toujours pas lancé l'analyse pré-projet et qu'on commence déjà pas à avancer dans le PSE. Est-ce que vous avez des pistes de suggestions pour expliquer cette non-action? Cette inaction? Ça, là, c'est la ministre qui pourrait être la mieux placée pour répondre à pourquoi ils n'envoient pas un message clair aux gens de l'Anaudière pour leur dire qu'un projet s'en vient. Le premier ministre s'est engagé lui-même. Il est lui-même député de la circonscription là, qui touche Repentigny, qui touche le projet. Alors honnêtement, je m'explique très mal le silence. Dans un monde idéal, là, le gouvernement débloquerait dès maintenant ce 25 millions de dollars-là. Et là, on pourrait amorcer les études, c'est bien ça? Et là, on pourrait finaliser les dernières études qu'il nous faut. Et une fois que ces études-là vont être terminées, là, on va avoir un plan de match clair avec un montant très précis. Là, pour le moment, c'est 18 milliards l'évaluation, mais pour l'ensemble du projet, là, parce qu'il y a aussi une antenne vers le nord de Montréal. Mais en contrepartie, on a mis beaucoup de garanties. Puis on a, vous me permettrez l'anglicisme, là, mais on a boosté les postes de dépenses pour être sûr et certain d'arriver à un projet en bas de 18 milliards. Mais là, au moins, l'analyse pré-projet va nous permettre d'avoir
le dernier document nécessaire pour lancer la dite construction et faire le projet le plus rapidement possible parce que le temps tarde et on perd de l'argent. Nos entreprises perdent de l'argent dans la logistique, le transport à cause du trafic. Donc, il faut qu'on aide nos entreprises, il faut qu'on aide nos travailleurs à se déplacer, il faut qu'on aille un tramway au plus vite. Il y a tellement eu de rebondissements dans ce dossier-là. Hein? Au départ, on parlait peut-être d'un REM là, qui serait vraiment administré par CDPQ Infra. Puis là, bon, quand on a su qu'il allait peut-être un petit peu défigurer ce projet-là, une partie du centre-ville de Montréal, on a abandonné ça. Après ça, il y a eu un autre projet avec un grand volet souterrain. Le coût était de 36 milliards de dollars. Et évidemment, le premier ministre Legault a dit, retournez à vos planches à dessin. Là, 36 milliards, ça n'a pas de bon sens. Là, on arrive avec un projet de 18 milliards de dollars. Il semblait que cette fois, l'affaire était un peu entendue, non? Hey, là, tout était prêt, tout est prêt. Le tracé, comme je vous dis, à l'appui de l'ensemble des maires, ça fait 40 ans qu'on parle de développer l'Est de Montréal puis de réussir à se rendre dans la Nadière. Là, on ne peut plus perdre une autre année. Chaque année qui passe, là, c'est des milliards que ça nous coûte. C'est de la frustration de nos citoyens qui sont coincés dans le trafic. Ça joue sur leur santé mentale, là, d'être coincés 1h30 à tous les jours le long de l'autoroute 40, 200 000 automobilistes qui se coincent là à tous les jours. À un moment donné, les citoyens sont plus capables. Ils ont besoin d'avoir une lueur d'espoir et de voir une lumière au bout du tunnel puis que ce soit vraiment un train cette fois-là. Pour une rare fois, ce serait une bonne nouvelle de voir une lumière avec le train au bout du tunnel. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé à la ministre Guilbeault? Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, et puis je lui ai rappelé l'importance de débloquer rapidement le 25 millions. Elle m'a dit, je vais regarder ça, puis depuis ce temps-là, on n'a toujours pas eu de nouvelles. Ça fait quoi si on n'avance pas dans ce dossier-là? Vous avez évoqué certaines des conséquences, là, mais c'est assez majeur. Mais si on n'avance pas dans le projet, premièrement, c'est un engagement du gouvernement qui ne sera pas réalisé. Ça, en partant, c'est triste de promettre des choses à la population puis de pas livrer la marchandise. Puis maintenant, l'autre chose, ça va continuer à mettre de la pression sur notre région. La région de la Couronne Nord de Montréal, là, on a connu une augmentation de la population là, de 11 % dans les dernières années. On est rendu à pas loin de 600 000 citoyens. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des investissements en transport en commun qui suivent le développement de nos communautés parce qu'on nous force à densifier, à créer plein de logements pour contrer la crise de l'habitation, et j'en suis. Mais si on n'a pas de transport en commun qui suit, tout ce qui va arriver, c'est qu'on va créer encore plus de congestion, envoyer encore plus de citoyens en auto solo dans l'autoroute. Donc, avec tous les problèmes environnementaux, de santé que ça crée, on ne peut plus se permettre ça. Merci beaucoup, M. Dufour. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Nicolas Dufour est maire de Repentigny. Alors, vous sentez l'impatience du maire Dufour. C'est une impatience qui est partagée par des milliers et des milliers de ses concitoyens dans l'Est de Montréal. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Il y a une nouvelle majeure qui est passée un petit peu sous le radar hier en raison, bien sûr, de toute l'effervescence causée par l'annonce des tarifs de Donald Trump. Et c'est une nouvelle encourageante parce qu'un cessez-le-feu a été conclu pour mettre fin au combat entre le Hezbollah et Israël au Liban. Un cessez-le-feu qui devrait durer 60 jours et qui, pour l'instant, semble tenir. Il vient d'entrer en vigueur. J'en discute avec Fabrice de Pierrebourg. Fabrice est un journaliste d'enquête. Il est correspondant très souvent avec nous à Cogeco Média. Et il est à Beyrouth. Bonjour, Fabrice. Bonjour, Philippe. Fabrice, à quoi la situation ressemble sur le terrain là, à Beyrouth au moment où on se parle? Il est 10h30 du soir, Philippe, et depuis ce matin, 4h du matin, la ville a retrouvé son calme. Après, je dirais, 2 mois de bombardement. La guerre a commencé il y a 417 jours entre le Hezbollah et Israël, le lendemain de l'attaque du Hamas sur Israël. Mais ça a duré pendant des mois avec des échanges de roquettes et de bombes de part et d'autre de la frontière, mais très limités au sud Liban. Mais depuis 2 mois, et en particulier le jour, on s'en souviendra de l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe énorme dans le sud de Beyrouth. Les bombardements sont devenus quotidiens sur la capitale libanaise, et avec un crescendo vraiment hier, alors qu'on discutait, qu'on ficelait les derniers éléments de ce cessez-le-feu qui est censé durer pendant 60 jours. Et j'ai été témoin, moi je suis arrivé ici lundi, et hier c'était vraiment un cauchemar pour les habitants de Beyrouth. Des frappes non-stop avec une énorme au milieu de l'après-midi. Les Israéliens ont envoyé 8 avions de chasse qui pendant 2 minutes ont littéralement noyé la banlieue sud de Beyrouth sous les bombes.
pour anéantir une vingtaine de bâtiments qui étaient présentés comme des cibles du Hezbollah, appartenant au Hezbollah, à la fois à son système de financement politique et militaire. Et après, ça a continué. Et même pendant que Benjamin Netanyahou, puis après Joe Biden faisaient leur discours pour annoncer la mise en place de cessez-le-feu au milieu de la nuit, à 4 heures du matin, les bombardements ont continué et ont même atteint le centre-ville de Beyrouth, le cœur historique de Beyrouth, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, depuis 2006, l'été 2006, où il y avait eu un conflit d'1 mois entre le Hezbollah et Israël, et même avant, au cours de la guerre civile des années 80-90. Et on a assisté à des scènes, Philippe, hier soir, c'est-à-dire que c'était toujours la même chose. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne envoie des messages d'avertissement sur X en disant tel quartier, tel bâtiment, si vous êtes autour, éloignez-vous à près de 500 mètres. Mais à un moment donné, il y en avait tellement partout que les gens ne savaient plus où aller et il y avait des embouteillages monstrueux en fin de journée dans Beyrouth. Et ça a continué avec les drones. On entendait le bruit des drones tout le temps au-dessus de notre tête et ça s'est achevé par le passage à 3 heures du matin à peu près, d'avions de chasse israéliens qui ont survolé la ville en rase-motte en faisant un vacarme épouvantable. Et subitement, depuis ce matin, la ville a retrouvé son aspect, au moins le nord de la ville, son aspect d'une ville classique, avec sa circulation, avec ses klaxons, avec les gens qui s'en vont dans les restaurants. Voilà, Fabrice. Ces bruits de la guerre, mais le portrait est tout différent dans la banlieue sud, qui a été vraiment frappée, comme Gaza finalement, pas autant, mais comme Gaza. Et là, les gens, aujourd'hui, se sont précipités. Tous les gens qui avaient été déplacés par la guerre ont commencé à se précipiter vers la banlieue sud, puis aussi vers le sud du pays, pour tenter de constater les dommages, mais les dommages qui sont majeurs. Vraiment, là, la plupart des villages qui sont le long de la ligne de séparation entre le Liban et Israël, qui n'est pas une frontière reconnue, ont été dévastés. Et l'armée israélienne a bien prévenu les Libanais qu'il n'était pas question, malgré le cessez-le-feu, qu'ils approchent de leur position, de ces villages-là, tant qu'ils n'étaient pas retirés, quoi. Bon, Fabrice, à quoi ressemble la vie quotidienne aujourd'hui, là? Est-ce que les marchés d'alimentation, les boulangeries, est-ce que les gens peuvent faire leurs courses? Est-ce que les enfants peuvent aller à l'école? Est-ce qu'il y a un semblant de vie normale qui a repris? Alors, l'école, non. Les écoles sont restées fermées aujourd'hui toute la journée. Décision qui avait été prise hier, parce qu'évidemment, le gouvernement ne savait pas à quoi s'attendre. Quand on voyait l'intensité de ces frappes, on se demandait vraiment comment un cessez-le-feu pouvait arriver. Quoique moi, dans la journée, j'étais monté dans un taxi pour aller dans différents endroits. Le chauffeur me disait, vous savez, on s'attend à une intensification. Israël avait déjà fait ça en 2006. Juste avant de signer le cessez-le-feu, ils bombardent la population jusqu'au dernier moment. Mais donc, les écoles sont restées fermées aujourd'hui, elles vont rouvrir demain. Ailleurs, ça refonctionne normalement. La seule chose, c'est qu'on voit beaucoup de voitures de se déplacer. On estime environ 1 million le nombre de Libanais du sud du pays, de la région de Baalbek, dans l'est du pays et dans le sud de Beyrouth. Ces 3 fiefs du Hezbollah, qui sont à majorité musulmans chiites, qui se sont précipités surtout dans Beyrouth. Et ils étaient dans les hôtels, ils étaient dans de la famille, ils étaient dans des cours d'école qui étaient transformés en refuge. Et aujourd'hui, on voyait la plupart de ces gens-là commencer à pacter leur voiture, à essayer d'aller vers le sud, mais c'est très compliqué. Moi, j'ai un collègue à qui j'ai parlé, il m'a dit « J'ai mis à peu près 5 heures pour faire 30 kilomètres. Les routes sont encombrés et les gens veulent absolument rentrer chez eux. On les comprend. Il y en a, ça fait plus de 2 mois qu'ils sont partis. Ils sont peut-être sans ressources maintenant. Ils veulent retourner chez eux. Peut-être qu'ils retrouveront des champs de ruines, mais ils veulent rentrer chez eux, quoi. Fabrice, on a beau regarder ça de tous côtés, là, ce cessez-le-feu, ça ressemble d'abord et avant tout à un échec majeur du Hezbollah. Oui, c'est sûr. C'est sûr que Israël a quand même anéanti une grande partie de son commandement, à la fois politique et militaire. A commencé, donc, comme je disais tout à l'heure, par Hassan Nasrallah, dont d'ailleurs le Hezbollah veut organiser maintenant des funérailles populaires très bientôt, parce qu'ils n'ont pas pu le faire avant. Ils avaient peur qu'il y ait une frappe, évidemment, lors de cette cérémonie. La plupart des commandants ont été tués, mais ça a commencé déjà au mois de novembre. Moi, j'étais dans le sud Liban au mois de mars avec le Hezbollah, d'ailleurs, pour l'actualité, et il y avait déjà des frappes de drones, mais c'était très ciblé, c'était pas sur la population. Ils ciblaient des commandants, ils ciblaient des hauts gradés du Hezbollah, c'était des frappes, ils les suivaient quasiment à la trace, hein. Donc, c'est sûr qu'ils ont perdu beaucoup. On ne sait pas combien de combattants ils ont perdu. Il y en a qui disent qu'ils ont perdu à peu près 2 à 3 000 combattants, mais ils en avaient beaucoup quand même. On estime à 25 000 le nombre de leurs combattants réguliers ou de réserve. Ils ont perdu une grande partie de leur armement, de leurs missiles et de leurs roquettes, mais ils en ont envoyé beaucoup sur Israël aussi. Jusqu'à hier, le Hezbollah a frappé régulièrement Israël. Et les Israéliens disent qu'ils ont perdu à peu près 70% de leurs drones. Mais eux, aujourd'hui, encore, là, il y a quelques minutes, le Hezbollah a publié un communiqué parlant de victoire.
Pour eux, c'est une victoire. Ils disent Israël n'a pas pu ébranler leur détermination, briser leur volonté. Et on voyait des images aujourd'hui dans les quartiers sud de Beyrouth, où je vais aller demain, de supporters du Hezbollah qui paradaient avec des drapeaux, qui klaxonnent, qui tirent en l'air avec leurs armes. Pour eux, le fait qu'Israël ait signé un cessez-le-feu, c'est qu'en vérité, c'est une forme de capitulation. C'est le message que tente de faire passer. Mais évidemment, c'est pas partagé par tout le monde. Et puis, quand je me suis promené hier entre deux frappes sur des lieux qui avaient été visés dans les jours précédents dans Beyrouth, il y avait des gens, et pas seulement des chrétiens, il y avait aussi des musulmans sunnites qui me disaient que ils reprochaient un peu au Hezbollah de s'être mis dans certains quartiers qui n'étaient pas leur quartier à eux, puis d'avoir finalement mis en danger ou causé la destruction de plusieurs bâtiments qui étaient finalement pas au sein de leur communauté habituelle dans le sud de Beyrouth. Donc il y a quand même un peu de rancœur envers le Hezbollah qui, sur un point de vue politique, on lui reproche depuis des mois. Il n'y a plus de président de la République, par exemple, au Liban, parce qu'il est élu par le Parlement. Et le Parlement, qui est dirigé par un chiite, donc proche du Hezbollah, n'arrive pas à se mettre d'accord pour voter pour ce président qui doit être chrétien. Il y a un partage. Ce qui est compliqué au Liban, c'est que c'est un système confessionnel de partage entre trois pouvoirs, entre les trois principales religions, et le Hezbollah fait blocage d'un point de vue politique. Et des gens disent que maintenant, il va falloir que le Hezbollah fasse un peu des efforts. Et là, faudra aussi reconstruire, Fabrice, et ça s'annonce une tâche absolument colossale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut Philippe. À une prochaine. Fabrice de Pierrebourg est journaliste d'enquête. Il nous parlait directement de Beyrouth au Liban. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. L'annonce de Donald Trump d'imposer des tarifs de 25 % aux produits canadiens et mexicains entrant aux États-Unis continue de susciter beaucoup d'inquiétudes. Et là, la question clé, c'est la suivante. Quelle stratégie le Canada doit-il adopter? J'en discute avec l'ancien premier ministre du Québec et expert en relations commerciales multilatérales au bureau d'avocat Thérien Couture-Jolicoeur, Jean Charest. Monsieur Charest, bonjour. Bonjour, Monsieur Quentin. Monsieur Charest, c'est une question en apparence toute simple, mais qui est tellement complexe. Quelle doit être, selon vous, la stratégie du Québec et du Canada dans ce dossier-là? Ben d'abord, de rester calme, parce qu'il s'agit effectivement de négociations. Trump, ce qu'il a fait, c'est du Trump classique, c'est-à-dire il vous donne un coup de bâton sur la tête en partant pour établir son rapport de force. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut vous amener à faire des concessions rapidement, que lui va capturer, puis prendre à son avantage et pour lequel il vous donnera rien en retour. Et ensuite, il va vous négocier jusqu'à l'os. Alors moi, je suis un petit peu étonné de voir à quel point les gens courent dans toutes les directions. On devrait rester calme et on devrait prendre le temps de bien identifier nos intérêts et s'assurer qu'on négocie en tandem avec le gouvernement fédéral et que le Québec soit à la table. C'est comme ça qu'on devrait l'aborder. Bon, M. Charest, vous dites prendre le temps, puis je comprends très bien. D'un autre côté, le 20 janvier, date prévue de l'entrée en vigueur de ces tarifs-là, si rien n'est fait sur la question de l'immigration et de l'entrée de drogues illégales aux États-Unis. Le 20 janvier, c'est un peu demain matin, là. Ce qu'il faut faire immédiatement, c'est d'abord entrer en contact et activer nos partenaires du côté américain qui sont à la fois sur le plan politique et dans les milieux d'affaires pour qu'eux passent le message à leurs élus que c'est contre leurs intérêts qu'ils vont agir s'ils mettent 25 %. Et là, je vais vous donner un exemple très concret. Le principal bien d'exportation du Canada vers les États-Unis, c'est l'énergie, en particulier le pétrole et le gaz. Et M. Trump, pendant la campagne électorale, a promis au moins 2 douzaines de fois de réduire le prix de l'énergie aux États-Unis de moitié 1 an après son élection. C'est un marché intégré. S'il impose un tarif de 25 %, il va augmenter du jour au lendemain le prix de l'essence à la pompe pour les consommateurs américains. On voit que ça n'a aucun sens. Et en même temps, il y a d'autres domaines où les Américains sont en demande avec nous. Je vais vous donner un exemple très concret, l'uranium enrichi. Les Américains dépendent encore à 27 % aujourd'hui de l'uranium enrichi qui vient de Russie, alors qu'ils sont en guerre, la Russie, avec l'Ukraine. Le Canada est le 2e producteur d'uranium
au monde. Ils ont besoin de cette énergie-là, ils ont besoin de nos ressources naturelles, nos métaux stratégiques. Alors, prenons le temps de tout mettre sur la table, d'activer nos partenaires et de s'assurer que la discussion se fasse aussi sur des bases qui respectent nos intérêts vitaux. Est-ce qu'on commence la discussion dans une position de perdant? Là, je regarde le commentaire du premier ministre du Québec, François Legault. Il qualifie les craintes évoquées par Donald Trump là, dans son message à propos de l'immigration, des drogues illégales, de légitimes. Et il attaque du même coup assez durement Justin Trudeau sur sa gestion des frontières. C'est sûr qu'aux États-Unis, on va prendre acte de ça, puis on va dire, écoutez, là, au Canada, il y a de la dissension au sein de l'équipe. Ben voilà, c'est exactement ce que recherchait M. Trump. Et on aurait intérêt à rester solidaires entre nous. D'abord, les provinces avec le gouvernement fédéral. Et d'ailleurs, quand j'étais premier ministre du Québec, on avait exigé que le Québec soit à la table dans les négociations sur l'entente Canada-Europe. Et j'avais aussi demandé qu'il y ait un protocole entre le Conseil de fédération et le fédéral sur les négociations internationales. C'est de ça là-dessus qu'on devrait bouger. Mais au lieu de passer aux aveux, on devrait se coordonner, se solidariser, identifier nos intérêts, parce que ce qu'a fait M. Legault, c'est exactement ce que veut M. Trump. Et sur la frontière en particulier, c'est pas nous l'enjeu, c'est le Mexique. Sur le fentanyl, c'est pas nous au Canada l'enjeu, c'est le Mexique. Ça ne veut pas dire que c'est pas un sujet pour nous, M. Quentin. C'est un sujet parce que c'est une catastrophe, la consommation de fentanyl aux États-Unis, avec plus de 70 000 morts par année. Puis c'est une catastrophe à Montréal également, et pour ceux qui sont pris avec cette addiction-là. Mais faisons attention d'identifier correctement nos intérêts avant de se mettre à table puis de donner à M. Trump des choses que lui demande avant même qu'on puisse identifier ce que nous, on veut en échange dans nos relations avec les Américains. Bon, dans tout ça, il y a une autre carte, là, c'est celle du Mexique. Et on voit, M. Charest, dès le départ, que les deux gouvernements, le gouvernement canadien et le gouvernement mexicain, n'abordent pas le dossier de la même façon. Alors qu'au Canada, Justin Trudeau a rapidement appelé Donald Trump, a eu une conversation avec lui, l'a assuré de sa collaboration. Au Mexique, la nouvelle présidente a été beaucoup plus vigoureuse, beaucoup plus ferme. Elle a dit, écoutez, le fentanyl, c'est aussi un problème de société aux États-Unis. Il faut qu'ils fassent leur part pour régler ça. Le ministre des Finances, du Commerce, a dit, écoutez, on pourrait imposer des tarifs à notre tour. Donc, le Mexique semble avoir une attitude plus axée sur la confrontation, nous, plus sur le dialogue. Est-ce qu'il y a un des deux qui a raison et l'autre a tort? Moi, j'interprète la réaction du Mexique comme étant une réaction davantage de fermeté. Et du côté du Canadien, c'est peut-être typique des Canadiens, on se dit, écoutez, on va être ouvert au dialogue. Mais faisons rapidement la distinction entre les intérêts d'un et de l'autre. Notre relation à nous, le Canada, avec les États-Unis, est très différente de celle du Mexique. Nous sommes, avec les Américains, membres du G7. Nous sommes membres de ce qu'on appelle le Five Eyes. C'est un regroupement de 5 pays qui partagent de l'intelligence, de l'espionnage et de l'information confidentielle. Nous avons avec les Américains une entente de protection de notre espace aérien qui s'appelle le NORAD. Nous avons avec les Américains une entente pour protéger les eaux territoriales. Et nous avons un traité, justement, sur les eaux territoriales depuis 1909. Nous avons une entente sur la qualité de l'air, sur la production des biens de défense. Notre relation est différente. Mais attention, cela étant dit, M. Quentin, à l'étape où nous sommes, nous n'avons pas intérêt à nous désolidariser des Américains, des Mexicains. Il est trop tôt pour ça. Et où sont encore les différences? Nous, notre principal objet d'exportation vers les États-Unis, c'est l'énergie. Les Mexicains, c'est les voitures. Alors, on comprend pourquoi Doug Ford est très en point, très remonté sur la relation avec les États-Unis. L'industrie automobile au Canada, c'est en Ontario. Alors, c'est sûr que lui va réagir immédiatement, mais à mon avis, aujourd'hui, là, il est trop tôt pour se désolidariser des Mexicains. Prenons le temps d'identifier nos intérêts à nous, puis après ça, on prendra nos décisions.
Bon, alors on le sait, là, Doug Ford qui a dit, écoutez, on devrait penser d'abord à notre relation avec les États-Unis avant de penser à celle du Mexique. Et ça, c'est un enjeu à l'heure actuelle. On verra si tout ça aura de l'attraction. Vous parlez de l'énergie, M. Charest. Vous dites que, évidemment, c'est un domaine d'exportation très, très important au Canada vers les États-Unis. C'est beaucoup l'ouest du pays, bien sûr, avec le pétrole et le gaz. Au Québec, il y a des inquiétudes parce que notre industrie est un peu différente. C'est l'aéronautique, c'est l'aluminium, les forêts, bien sûr, beaucoup de PME aussi qui exportent aux États-Unis, que ce soit des portes et fenêtres ou des produits semblables. Est-ce qu'on risque, dans une négociation, de perdre au change au Québec, que nos intérêts soient sacrifiés pour privilégier ceux, par exemple, de l'ouest du pays? Non, je le vois pas, et d'ailleurs, on l'a jamais senti, il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Mais est-ce que, dans la négociation, il faut s'entendre, au point de départ, nous avons davantage à perdre que notre voisin américain parce que notre économie, c'est 40 millions de personnes. On est 8 millions. Au Québec, nous sommes beaucoup plus dépendants sur eux qu'eux le sont sur nous. Alors, par définition, au point de départ, on est des partenaires dans la négo, ceux qui ont le plus à perdre. C'est 2 millions d'emplois au Canada qui dépendent sur le marché américain. C'est 70 de nos exportations. L'an dernier, on a envoyé pour 560 milliards de biens aux États-Unis. Là, c'est immense. Alors, c'est sûr qu'on est plus vulnérable. Fait intéressant, cependant, l'économie québécoise dépend moins sur les exportations aux États-Unis que l'économie ontarienne ou l'économie de l'Alberta. En Ontario, c'est 41 de leur PIB sur les échanges, exportations, importations. L'Alberta, 42 Au Québec, c'est presque 23 Notre économie, elle est plus diversifiée. On exporte davantage ailleurs dans le monde, quoiqu'on est très dépendant des Américains. Et en plus, c'est une économie qui est davantage axée sur les petites et moyennes entreprises. Alors, ça nous donne un peu plus de flexibilité que notre voisin ontarien ou notre voisin de l'Alberta. Plutôt intéressant. Merci beaucoup, M. Charest. Merci, M. Quentin. Au revoir. À une prochaine. Jean Charest est l'ancien premier ministre du Québec. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. La députée Marois Risky n'a pas voulu attendre le projet de loi du ministre Carman pour interdire les centres d'injection supervisés près des écoles et des garderies. Elle l'a devancé aujourd'hui en déposant son propre projet de loi. Marois Risky est avec nous. Madame Risky, bonjour. Bonjour. Madame Risky, pourquoi vous avez agi aujourd'hui et que vous avez en quelque sorte coupé l'herbe sous le pied du ministre Carman et du gouvernement? Parce que depuis le 24 octobre 2023, je me suis levée en chambre sur cette question, puis j'ai demandé d'ailleurs au ministre d'agir, et à l'époque, il ne voulait pas agir. Ça a pris plusieurs cas qui ont été rapportés par les médias pour commencer à le sensibiliser sur les inquiétudes des parents, mais aussi des équipes écoles, lorsqu'il était question de centres d'injection supervisés aux abords des écoles, littéralement des jets de pierre, non seulement des écoles, mais aussi des garderies. On avait déjà un cas très, très grave à Trois-Rivières, qui date aussi de 2023, qui est l'organisme Tandem qui était situé littéralement porte à porte avec un CPE. Et d'ailleurs, le 8 octobre dernier, vous avez reçu en ondes la directrice du CPE, Alexandra Patry, et j'ai retrouvé sa citation. Permettez-moi de la lire parce que je la trouve très éloquente. On a trouvé des seringues dans la cour, des pilules. Depuis un an et demi, presque 2 ans. On trouve des déchets, des selles, on entend crier. Nous, on est juste un CPE autochtone. Donc, on a beaucoup de mots racistes envers des enfants. Je ferme la citation. Vous comprendrez que je ne peux pas me satisfaire de M. Carman qui dit que son projet de loi va être prêt au printemps prochain. Il y a une urgence d'agir parce qu'il est question de mineurs et on ne peut pas continuer avec autant de faits troublants, à savoir des personnes gravement intoxiquées, l'exhibitionniste qui se livre à des ébats sexuels devant des enfants. Ça a été tout un voisinage qui a été en état de choc dans l'affaire du centre Benoît Larbre. Oui. Les parents, je vous le dis, nous ont tellement écrit à ce sujet. Nous, on a même eu une motion qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Non, je ne sais pas si ça avait été adopté, mais on avait déposé une motion à cet effet à l'Assemblée nationale. Mais moi, le projet de loi, je l'ai écrit et j'ai même dit tantôt, c'est mon leader, mon chef d'Éragie, moi, je m'en fous. Barrer mon nom. D'ailleurs, c'est pas la première fois que le gouvernement prend un des projets de loi puis barre mon nom puis le dépose
je m'en fous, juste qu'on légifère. Il est question d'enfants et j'ai une obligation de résultat lorsqu'il est question de leur sécurité. Bon. Comment vous en êtes venu aux normes que vous suggérez dans votre projet de loi? Par exemple, vous dites OK à l'implantation des centres de consommation supervisée de drogue dure, mais il faut au moins une distance de 150 mètres des écoles. Alors, pourquoi 150 mètres? Pourquoi pas 200 ou 250? Comment vous en êtes venu à ces chiffres-là et ces distances-là? Monsieur Quentin, vous rappelez, on a légiféré il n'y a pas si longtemps sur la loi sur le cannabis et à ce moment-là, on voulait s'assurer que les SQDC ne soient pas près ni des écoles ni des services de garde et la loi prévoyait qu'à Montréal, c'était 150 mètres et pour le reste du Québec, c'était 250 mètres. Donc, par souci de cohérence, à titre de législateur, nous, on doit s'assurer que les lois vraiment se suivent. Alors, on a pris exactement la même distance qui existe déjà dans une autre loi qui a d'ailleurs fait ses preuves et qui a été étudiée. Donc, c'est la démonstration aussi qu'il est possible d'avoir des SQDC à Montréal, mais pas aux abords des écoles ni des CPE. Bon, on le sait, là, il y a plusieurs études qui ont été faites au cours des derniers jours. En fait, une grande étude de la presse là, qui a cartographié la grande région de Montréal pour voir où on pourrait situer un certain nombre de centres. Est-ce qu'il y a de la place pour la cohabitation à 150 mètres et plus? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le territoire suffisant pour avoir là, de ce type de centres-là qui sont absolument nécessaires pour aider les plus déshérités de la vie? Mais il faut protéger nos garderies aussi, il faut protéger nos écoles. Est-ce qu'on est capable de combiner tout ça dans notre territoire? Il va falloir qu'on trouve une solution. Puis malheureusement, ce ne sera pas les enfants qui devront faire les frais parce que des fois, on ne trouve pas les meilleurs terrains. Et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce qui défrayait les manchettes, c'est que les terrains des écoles qu'on trouvait, c'était à côté des dépotoirs. Donc là, je m'excuse, ça va faire. On n'arrête pas de dire qu'un Québec est fou de ses enfants. Faisons-le maintenant à démonstration. Puis si on a été capable de le faire pour les SQDC, donc on n'a pas le droit de vendre du cannabis à côté des enfants mineurs à 150 mètres à Montréal, pourquoi qu'on va tolérer qu'on peut consommer des drogues dures dans cette zone tampon? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver de votre projet de loi, Mme Risky? Ben moi, je pense que c'est comme mon projet de loi sur les manifestations aux abords, quand il y a eu les manifestations anti-vaccins. Moi, j'avais donné au gouvernement, on l'a adopté en 48 heures. Je pense que si tout le monde a de la bonne volonté, on est capable de l'adopter assez rapidement. Il y a des projets de loi qu'on a déjà fait dans le passé, ça a été unanime, parce que tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, le premier ministre François Legault l'a dit dans son entrevue avec Mario Dumont en début de session, que lui, finalement, trouvait que ça n'avait pas de bon sens et qu'on devait légiférer. Je le prends au mot, je suis d'accord avec François Legault, on doit légiférer. Alors moi, mais son ministre Carman semble pas du tout habité par la même urgence. Là. Il parle de déposer un projet de loi au printemps. Mais monsieur Quentin, c'est mon rôle de mettre l'urgence. Alors, permettez-moi de faire mon travail. Je vais mettre l'urgence pour m'assurer qu'on légifère assez promptement. Mais là-dessus, écoutez, dans le passé, Simon-Jolin Barrette, par exemple, dans l'obsolescence programmée, on a effacé le nom, on a adopté le projet de loi. J'avais aussi déposé un projet de loi sur le taux abusif des cartes de crédit. Simon-Jolin Barrette est arrivé avec son projet de loi. Moi, en fait, c'est le final, le résultat. Le nom, inquiétez-vous pas, c'est pas grave. Honnêtement, c'est le cadet de mes soucis, mais l'urgence d'agir m'habite parce que présentement, il y aura d'autres cas. Et si on attend trop longtemps, on risque d'avoir malheureusement des centres qui vont s'installer et qui vont avoir dépensé de l'argent pour s'installer, puis qu'après ça, on va leur dire, mais non, vous devez déménager d'ici 2 ans. Alors moi, en ce moment, je veux juste qu'au moins le premier ministre envoie un préavis à dire à tout le monde, regardez, on a vraiment l'intention de légiférer. Ne mettez pas d'installation parce que malheureusement, il va y avoir des gros frais de déménagement. Là. Bon, alors c'est un genre d'électrochoc là, que vous envoyez aujourd'hui en disant au gouvernement... Non, pas un électrochoc. Non, pas un électrochoc. J'envoie plutôt... J'envoie en fait le cri du cœur, non seulement des parents, mais aussi des équipes écoles. Cette semaine, on a appris qu'il y a des enfants qui sont même pas capables d'attacher leur lacet en maternelle. Mais dans l'école là, qui est à proximité, dans Saint-Henri, de Benoît-Labre, j'ai vu là, ce que les parents ont reçu. On devait apprendre aux enfants comment gérer si jamais ils trouvaient une seringue dans le cours d'école. Moi, mon rôle, là, c'est de protéger les enfants parce qu'eux, ils n'en ont pas de lobby. Eux, là, ils n'en ont pas de personne qui peut se lever à part nous, des élus. Mais nous, on peut se lever à période de questions pour eux. Mais sinon, eux, ils n'en ont pas de lobbyistes. Sur un autre sujet, Mme Risky, vous avez vu cette manchette comme moi, là, plus de 4000 postes à pourvoir dans les écoles du Québec. On manque cruellement de gens là, qui sont spécialisés dans différents métiers. L'attrait du privé est très, 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 très fort là, pour des psychologues, des orthophonistes, des orthopédagogues. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Au niveau des professionnels de soutien, donc les orthophonistes et les orthopédagogues, moi, je me rappelle avoir eu une conversation avec le président de l'Ordre des orthophonistes du Québec.
au-delà du salaire, il y avait même des conditions de travail, qu'ils n'étaient même pas capables d'avoir un seul local pour faire leur intervention un à un avec leurs élèves. Alors, il y a ça qu'on doit vraiment s'assurer de changer pour vraiment aider les élèves. Ce n'est pas normal d'avoir un diagnostic et de dire, parfait, l'élève a besoin de 2 à 3 heures avec son orthophoniste, mais qu'au final, une fois qu'on a eu le diagnostic, l'enfant peut passer toute son primaire sans jamais avoir vu l'orthophoniste. Alors, enfin, là-dessus, c'est là qu'on a besoin d'un électrochoc, M. Quentin, et de se dire, donnons-nous des vrais moyens, non seulement au niveau de l'enveloppe budgétaire, mais aussi, je vous dirais, du milieu de travail, et de se dire, on va tout faire pour les garder dans le réseau d'éducation. Et si vous me permettez, M. Quentin, le vrai enjeu que nous avons au Québec, c'est qu'on a trop d'enseignants très compétents, avec un brevet d'enseignant, qui ont quitté la profession. Moi, j'aimerais qu'on ait une vraie campagne pour raccrocher ceux qui ont quitté le bateau, et de se dire, on va tout faire pour vous ramener. Et troisièmement, si vous me permettez, vraiment ma dernière chose, vous savez qu'on a un mur qui nous attend, qui est départ à la retraite d'ici 2030. En ce moment, si on regarde le nombre d'admissions et de diplômés dans toutes les facultés d'éducation du Québec, on n'arrive pas. Donc, on a vraiment besoin d'asseoir tous les doyens de facultés d'éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation. Vous devez vous parler maintenant pour faire face à tous les départs de la retraite, parce que c'est environ 14 000. Et c'est 2030, l'échéance là, qui risque de faire mal. Oui, et je l'ai dans ma ligne de mire, même si en 2026, je ne serai plus au Parlement. J'ose espérer qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais, mais sincèrement, ça, c'est quelque chose qui devrait préoccuper tout le monde. C'est aussi le départ à la retraite. C'est l'angle mort en éducation. Merci beaucoup, Mme Risky. Toujours intéressant de vous accueillir à l'émission. Merci à vous. Bonne journée. Marois Risky est députée de Saint-Laurent. Elle est porte-parole en matière d'éducation pour le Parti libéral du Québec.